Bonjour à tous, je suis avec mon très très bon ami Jacques Lépine, que je connais depuis 15 ans maintenant. Jacques, on se connaît. Oui. Et Jacques, comment pourrais-je te présenter autre qu'un homme à succès, un entrepreneur en série? Tu as créé le club immobilier après avoir réalisé qu'il y avait vraiment un besoin de transmettre toute cette connaissance que tu avais acquis à travers l'achat de tes 1000 appartements déjà. Et en l'espace d'une quinzaine d'années, le club est monté à 35 000 membres. Tu l'as vendu ensuite il y a quelques années. Ça fait de quoi? Depuis 2016. Et maintenant, tu es devenu prêteur privé qui est vraiment l'autre côté, on va dire, hein, de l'investissement immobilier. C'est vraiment être de l'autre côté Oui, du bureau, hein, devenir le banquier. Donc, exact. euh, j'aurais le goût vraiment de te poser ces questions, Jacques, à savoir la première question, dis-nous, c'est quoi la recette de ton succès? Bon, je pense que ma recette est la recette de tous les gens qui ont du succès, je dirais 90%. L'ingrédient numéro un, moi, je mettrais la passion. Je suis passionné dans la vie, je suis passionné dans tout ce que j'entreprends. Si ça ne me passionne pas, je n'y touche pas. Alors, tout ce que j'ai fait, je le fais avec passion. Je le conseille à tout le monde. Deuxième point, je dirais, ben, il faut croire en soi. Alors, j'ai toujours cru en moi, même si j'étais très timide au début. Je me suis déjà vu, moi, venir pour cogner une porte pour aller prendre un rendez-vous, puis j'arrêtais, tellement j'étais gêné. Alors, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai cru en moi avec le temps, et ça m'a très, très bien réussi. Et ce qu'on me demande souvent, c'est-à-dire, on me demande souvent de dédicacer mes livres, parce que je suis auteur de 8 livres, et dans mes dédicaces, je marque le nom de la personne et je lui écris «N'abandonne jamais tes rêves». OK? Alors, il y a beaucoup de controverses. Tu n'es pas obligé de les exprimer, tes rêves envers les autres, parce que tu vas trouver beaucoup de gens que j'appelle des éteignoirs, qui vont essayer de t'éteindre par jalousie, par manque d'ambition, peu importe. Alors, il ne faut pas se laisser attaquer par ces choses-là. Fait que n'abandonnez jamais vos rêves. Aussi, bien évidemment, le travail acharné. Le travail acharné, ça ne veut pas dire travailler 168 heures dans une semaine. C'est ça qu'on a dans une semaine. Il faut travailler de façon acharnée, mais intelligemment. Ouais. Intelligemment, je peux donner un exemple. Je ramène beaucoup, moi, l'immobilier, parce que c'était une grosse partie de ma vie. J'achète des immeubles, au début, le réflexe normal, c'est de faire l'entretien toi-même. OK? Tout l'entretien. Bien évidemment, plus tu vas faire l'entretien toi-même, plus tu vas être limité tant qu'à la quantité d'immeubles que tu vas avoir, parce que tu vas tout faire. Tu vas louer, tu vas chercher, tu vas financer, tu vas acheter, tu vas administrer, tu vas entretenir. Donc, évidemment, on a 168 heures dans une semaine. Qu'est-ce qu'on en fait? Bien, c'est là que je dis qu'il faut travailler intelligemment. Alors, moi, j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'était plus payant chercher des immeubles qu'aller changer des washers. OK? Donc, c'est ça que j'appelle travailler intelligemment. C'est rien de bien sorcier, mais il faut apprendre à faire des choses dans lesquelles on est le meilleur. Oui, il faut travailler sur nos faiblesses, mais il faut encore plus accentuer sur nos forces. Alors, apprenez à découvrir vos forces et vous allez voir, ça va vous donner un bon élan, une bonne assurance de vous-même et ça va entretenir vos passions. L'autre point, le dernier point là-dessus, il faut savoir s'entourer aussi. Sans excusez l'expression, si on s'entoure de deux de pique, on va devenir deux de pique nous autres mêmes. Et j'ai réalisé que les gens, être cheap, ça coûte plus cher qu'être généreux. Okay? Alors, si on engage les moins bons du domaine, mais ça va nous coûter bien plus cher que si j'engage les meilleurs au départ. Donc, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui sont spécialistes dans chacun de leur domaine et qui sont passionnées de ce qu'elles font. Alors, moi, tout mon entourage, si je ne vois pas la passion, je ne les prends pas. Je vais leur parler pareil. Mais tu ne peux pas faire partie de mon équipe parce qu'il y a un ingrédient de base, c'est la passion. Aime ce que tu fais. Ouais. Puis ça va un petit peu dans la lignée de ce que tu disais par rapport à savoir connaître sa force, parce que quand tu connais ta force, là, tu peux choisir des membres de ton équipe qui sont complémentaires à ta force, que toi, tu ne Exact. connais pas ta force, et tu vas prendre des gagnants dans cette équipe. Tu sais, je vois souvent des gens qui s'associent ensemble, on le voit souvent dans l'immobilier, mais les gens ne pensent pas, c'est quoi la plus-value que l'associé va m'apporter? Hein? Il ne faut pas que tu sois pareil à moi. Si tu es pareil à moi, on va faire les mêmes choses. Donc, il faut s'associer avec quelqu'un qui a quelque chose de plus fort que moi dans un certain domaine pour qu'on puisse travailler ensemble parallèlement, mais construire dans une même direction. Mais si on fait les deux la même chose, l'autre partie va être négligée. Alors, c'est ça, savoir bien s'entourer, Et connaître ses forces, comme tu dis. connaître ses forces. Oui. Magnifique, Jacques. La prochaine question, j'aurais le goût de te demander, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli dans ta vie? C'est quoi qui est le plus important pour toi Ben, actuellement?
Écoute, moi, je peux te dire, là, je suis fier de tout ce que j'ai fait dans la vie. Que ce soit succès ou que j'ai manqué mon coup, je suis fier d'avoir essayé. Donc, Mm. ça fait partie de la réussite, hein, d'avoir une certaine fierté sans devenir, euh, comment dire, j'oublie l'expression, Un but de euh, soi-même. ouais, un but de soi-même, sans devenir un but de soi-même. Alors, je suis fier de ce que j'ai accompli. Mais je suis fier de ma vie, je suis fier de ma vie de famille, ma vie d'homme équilibré. Je suis fier de mes filles. Et je suis fier d'avoir retrouvé l'amour à 69 ans. Alors, il y a eu, vous savez, des vies de couple, c'est pas toujours facile, ça va bien un bout de temps, des fois ça peut mal aller. Et à 69 ans, j'ai retrouvé l'amour. Puis, juste pour vous montrer qu'il y a des limites, il faut les enlever, les limites. J'ai retrouvé l'amour à 69 ans avec une femme 30 ans plus jeune que moi, avec laquelle on a un bébé de 2 ans. Donc, c'est sûr qu'on se fait regarder. On se fait énormément regarder, mais je m'en fous totalement. OK? Alors, je suis fier. Je suis fier de ma vie, je suis fier de ces réalisations-là. Je suis fier de moi comme être humain. Alors, j'ai toujours travaillé sur moi, j'ai toujours essayé d'être une bonne personne et de donner le plus possible. D'ailleurs, c'était un peu mon secret, ou un des ingrédients de ma réussite, j'étais très généreux. Mm. Alors, quand j'ai fondé le club, j'ai commencé à donner des cours, j'en donnais plus que ce qu'on me payait. Alors, on me payait pour 3 heures ou pour 6 heures, mais j'en donnais pour 12 heures. J'en donnais tellement que les gens étaient attirés vers moi comme étant une personne généreuse. Alors, ça partait du principe de Napoleon Hill. Plus tu vas donner, plus tu vas aider de gens à réussir, plus tu vas réussir toi-même. Alors, je l'ai appliqué à la lettre, puis c'est vrai que ça fonctionne. Et je fais la même chose actuellement dans le financement. Dans mes 3 principales entreprises, que ce soit l'immobilier, j'essayais que mes locataires soient heureux. Alors, mes locataires, moi, c'était mes clients. Puis mon service à la clientèle, c'était de les écouter et de donner les services dont ils avaient besoin, dont ils payaient pour. Mm. Quand j'ai fondé le club, j'ai aidé, je donnais aux gens pour les aider vraiment à réussir. Et je savais que l'argent viendrait. Et là, actuellement, j'applique le même principe dans le financement. Je prête de l'argent mais dans un but d'aider les gens et non pas de reprendre leurs immeubles. Dans un but qu'ils réalisent leur projet, qu'ils fassent leur profit. Moi, je suis content du taux d'intérêt que je charge. Ils vont faire 1 million, moi, je fais 50 000, je suis bien heureux. Très, très heureux de ça. Donc, je le fais dans un but d'aider. Bien sûr, je sais qu'il va y avoir un retour de Charlot. C'est sûr et certain. Alors, je suis fier de mes réalisations. Je suis fier de l'être humain que je suis devenu. J'ai toujours suivi des formations toute ma vie. J'en suis encore, je lis beaucoup. Et aujourd'hui, avec YouTube, c'est complètement un autre monde. On peut aller chercher énormément de formations ou d'informations. Et c'est ce qui me garde informé dans le domaine où je suis et qui me permet d'être un spécialiste et de viser juste lorsque je vise. Alors, c'est ça mes fiertés de tout ce que j'ai accompli dans ma vie et que je suis rendu à 73 ans aujourd'hui, alors on se parle. Et je ne le sens pas du tout. Seul quand je me regarde dans le miroir le matin, je le vois. Mais en dehors de ça, je ne le vois pas du tout, du tout. Je fais ma vie comme si j'étais jeune. Mm. Et ça arrêtera quand ça arrêtera, mais entre-temps, je ne m'occupe pas des opinions des autres. Magnifique. Puis ça fait partie aussi d'avoir un mindset de prospérité. Exact. Hein. Ça serait quoi ta définition de la prospérité, Jacques? Est-ce qu'on parle d'abondance, Ouais. on parle de liberté financière, on parle de prospérité? Est-ce qu'il y a Malheureusement, des distinctions entre tout ça? malheureusement, on associe la prospérité juste à l'argent. Mais ça ne devrait pas. Ça devrait pas, parce que la prospérité, moi, je connais des gens qui sont pauvres financièrement, mais c'est des gens extrêmement prospères humainement parlant. Et on en connaît beaucoup. Hein. Mère Teresa, Nelson Mandela, pour n'en nommer que ces deux-là, mais il y en a plein sur la planète, de gens qui ont été extrêmement prospères. Alors, la prospérité, il faut faire attention pour ne pas embarquer dans la trappe monétaire. Oui, ça paraît bien, quelqu'un qui a réussi financièrement, il réussit à le démontrer, grosse voiture, gros bateau, gros chalet, gros tout, mais est-ce qu'ils sont prospères, humainement parlant? Ben, moi, j'en ai vu beaucoup en Floride, entre autres, d'énormes maisons de dizaines de millions de dollars. Les couples sont seuls dedans, puis ils ne se voient même pas de la journée. Alors, est-ce que c'est ça qu'on cherche? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Si c'est ça qu'eux veulent, tant mieux pour eux, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Je ne pense pas que la vie, on est fait pour vivre dans des châteaux isolés qui deviennent des prisons dorées. Alors, la prospérité, il faut faire attention, il faut bien évaluer, et selon sa propre personnalité. Hein. Pour un, être prospère, c'est une chose, puis pour l'autre personne, c'est une autre chose. Alors, je n'ai pas à juger
la réussite des autres ou la faiblesse des autres. Ce n'est pas mon problème, ce sont leurs choix à eux. Et on a souvent tendance, d'être humain, à mettre la faute sur l'autre ou sur l'autre, sur l'autre, mais la principale faute devrait la mettre sur soi-même. La façon dont on travaille, la façon dont on pense principalement, et la façon dont notre structure mentale a été construite. Fait que si on ne la modifie pas, si on ne travaille pas dessus, elle va rester comme ça et même elle va s'empirer avec les années, puis pour dire que la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors pour moi, la vie vaut la peine d'être vécue parce que j'ai toujours eu du plaisir dans tout ce que j'ai fait. Oui, j'ai eu des problèmes comme tout le monde, puis j'en ai l'occasion encore. Mais l'important, c'est de passer à travers tout ça, d'en sortir vainqueur et de ne pas se laisser détruire par certains événements. Exactement. Puis d'après toi, de ce que tu as vu et ton expérience, Jacques, quelles sont les croyances limitantes les plus fortes pour les êtres humains qui leur bloquent leur prospérité, justement, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau financier, que ce soit à tous les niveaux de leur vie? Ben, les gens sont influencés par les préjugés. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors ça bloque énormément lorsqu'on pense juste à son image, à ce que les autres vont penser. Mais ça n'a aucune importance ce que les autres pensent. L'important, c'est toi. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu crois qui est bon pour toi et qui est bon pour les autres? Alors, fais ce que tu as à faire selon ta philosophie, ta façon de voir la vie. Et faites votre vie comme vous l'imaginez. Faites pas comme les autres l'imaginent ou comme un standard existe. Vous savez, on vit dans une société, c'est sûr qu'on essaie de nous encadrer dans un frame, et on y réussit très bien. On vient de vivre 2 années épouvantables. Pour moi, c'est de la violence psychologique à haut niveau. Okay? Ce qu'on vient de vivre. Je ne suis pas complotiste, mais je constate. Je constate encore plus parce que l'hiver, je vis en Floride, et quand je reviens ici, je constate l'état mental du peuple québécois qu'on voit qui ont été abusés psychologiquement. Et alors, il faut faire attention à ça. Il faut se mettre des barrières contre ça. Il faut être capable de faire la part des choses. Et là, je constate que les gens n'étaient pas capables de faire la part des choses. Mais la part des choses, oui, il y en a une pandémie. Oui, on doit faire attention, mais la vie ne s'arrête pas. Okay? Et il ne faut pas vivre dans les peurs. Hein? Un des secrets du succès, c'est d'arrêter d'avoir peur. C'est bon d'avoir peur, mais l'important, c'est d'être capable de contrôler ses peurs. Alors, mettez-y de la passion. Mettez-y de la passion, je reviens tout le temps là-dessus. Regardez toutes catégories confondues, toutes sans exception. Ceux qui réussissent, ils sont passionnés de ce qu'elles font les personnes. En fait, ce que tu dis, c'est que la passion nous permet justement de transmuter les peurs et les croyances limitantes, parce que quand on est passionné, on pense plus à avoir peur. Oui. Magnifique. Ensuite, j'ajouterais éliminer les gens toxiques autour de vous. Et ça, il y en a plein. La toxicité, c'est vraiment toxique. Alors, ça influence. Et souvent, malheureusement, ça arrive dans nos gens très proches. Ça peut être nos conjoints, conjointes, des parents, des amis. Alors, c'est dur, je veux dire, c'est très difficile d'éliminer des gens toxiques parce qu'on a certains liens que les autres. Mais est-ce que ça vaut la peine de continuer ce lien-là lorsqu'on se rend compte que c'est néfaste pour sa propre personne? Vous allez dire, c'est égoïste. Bien, ça prend une partie d'égoïsme dans la vie aussi. Je ne parle pas d'égocentrisme, je parle d'égoïsme. L'égoïsme fait partie de l'équilibre humain. On a le droit de penser à soi. OK? C'est important de penser à soi parce que si on est bien nous-mêmes, les autres vont être bien autour de nous. Alors, les gens toxiques, moi, ça ne me rend pas bien. Alors, j'élimine ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que je ne leur parle pas à l'occasion, mais elles ne font plus partie de mon entourage immédiat parce que c'est trop néfaste, à tous les points de vue. D'ailleurs, T. Harv Eker, il le disait, lui, par rapport à la prospérité et l'argent, mais il disait souvent, prends les 5 personnes qui sont autour de toi, tu divises par 5, les plus influentes, et tu vas tomber exactement sur le montant d'argent que tu gagnes. Ouais. Parce que l'argent est une vibration, c'est une expérience énergétique de nous acheter des expériences de vie. Puis si on s'entoure de gens qui, eux, ont d'autres expériences de vie, ben, tout d'un coup, on va être influencé par eux, puis notre revenu et notre prospérité vont en être touchés. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu as remarqué que c'était le cas, effectivement, dans les gens qui t'entourent? Ben oui, j'ai beaucoup de gens qui m'entourent. Ils ne sont pas toxiques pour moi, ils sont toxiques pour eux. Donc, on appelle ça de l'auto-sabotage. Des gens qui vous donnent de très bons conseils pour les autres, mais ils ne sont pas capables de les appliquer pour eux. Ça, je trouve ça spécial, mais il reste que malgré tout, dans l'ensemble de ce qu'ils me disent, j'en retire du positif. Et malgré que sur eux, ils ne sont pas capables de l'appliquer, ça, c'est pas mon problème.
Mais ce qu'elles disent, ces personnes-là, m'amènent à réfléchir de la bonne façon et de l'appliquer de la bonne façon. Alors, un autre point que je vous dirais, il faudrait essayer d'améliorer, de trouver des choses différentes. OK, faire du prêt, n'importe qui peut faire du prêt, qui a un peu d'argent, n'importe qui peut faire du prêt. Mais le faire intelligemment pour que ce soit bénéficiable aux deux parties, à l'emprunteur et au prêteur. Comment est-ce que je peux le faire de façon différente pour ne pas que ce soit néfaste pour aucun des deux? Alors, quand tu trouves des nouvelles façons de faire, alors j'ai fondé le club, j'ai acheté des immeubles, je le faisais différemment des autres. J'ai réussi à acheter 1000 appartements. J'ai fondé le club, je l'ai fait différemment de ce qui existait, adapté aux produits du Québec, ça a réussi. Là, je fais du financement, un peu différent des autres aussi. Un prêt, c'est un prêt, mais il y a des façons d'approcher, des façons d'analyser, de sorte que ma clientèle est extrêmement fidèle. Ouais. Alors, cette fidélité-là, elle est due à quelque chose, c'est que je le fais de façon différente. Fait que peu importe le domaine, essayez de trouver des nouvelles façons que les autres n'appliquent pas et vous allez avoir un succès presque assuré, juste avec ce point-là, sans compter les autres. L'idée, c'est que ce soit gagnant pour les deux parties. C'est ce que tu nous dis, Jacques, que ce soit Oui, gagnant. c'est ça. C'est ça. Ensuite, le dernier point là-dessus, je dirais, vous savez, la réussite, là, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est 80% mental et 20% technique. C'est important ce que je vous dis là. Hein? 80% mental et 20% technique, alors que la majorité du monde travaille à l'inverse. On travaille sur de la technique, mais on n'a pas de mental pour réussir. Alors, ces gens-là ne réussissent pas. Et ça, il y en a plein. Regardez, dans tous les domaines d'activité, il y a des plombiers qui vont changer des washers toute leur vie. Il y en a d'autres qui réussissent. Si je prends M. Savoie des résidences soleil. Il y a des ingénieurs qui ont des salaires convenables, mais ils ne réussissent pas financièrement. Okay? Des ingénieurs, il y a des gens illettrés qui réussissent très bien. Ils n'ont pas la technique, mais ils ont le thinking, ils ont le mental. Alors, travaillez sur votre mental. Puis, travaillez sur votre mental. Tu sais, je vois du monde, les gyms sont pleins. Bon, on travaille sur leur corps, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre mental? Est-ce qu'on suit des cours? Est-ce qu'on fait des exercices? Alors, tu sais très bien, tu donnes des formations toi-même dans ce but d'aider les gens. Et sûrement, tu vas réussir à cause de ça parce que tu veux aider les gens dans chacun de leur domaine. Et ta technique, c'est de leur aider à travailler le mental. Le mental, de toutes les façons possibles et imaginables pour le renforcer. On ne sait pas comment fonctionne notre cerveau. Alors, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à contrôler nos émotions, à contrôler ce qu'on a besoin. Donc, prenez des formations de toutes sortes. Mais je vous dis, sur des formations que vous choisissez, ça va être 80% formation sur votre mental et 20% sur la technique. Parce que la technique, je peux la trouver n'importe où. C'est ça. Il y en a plein de techniciens n'importe où. Mais le mental, il n'y en a pas n'importe où. Merci beaucoup, Jacques. C'est un très bon conseil, effectivement. C'est ce que je pense également. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est, en fait, tu nous as donné tellement de petits conseils déjà, mais c'était ça ma question, c'est quel conseil tu veux donner à des entrepreneurs qui sont en quête de réussite, de succès? Je pense que tu nous en as donné beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre chose que tu penses que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu nous as déjà exprimé? Ben, je pense que l'amour est la base de tout. Hein? L'amour, c'est une émotion. Alors, aimez les gens avec qui vous travaillez. Si vous ne trouvez pas d'affinité, torsez-les parce que vous aimerez jamais. Parce que dans l'amour, on peut réussir beaucoup de choses. On peut tout réussir. Le couple qui s'aime, c'est toujours la base de l'amour. Hein? Le couple qui s'aime va persévérer dans le temps. Dès que l'amour commence à être effrité, le couple commence à boiter. Alors, c'est la même chose. Là, je ne fais pas rapport à la sexualité lorsque je parle d'amour. Alors, moi, j'aime les gens que je côtoie et les gens le sentent. Alors, on devient sympathique. Alors, la sympathie attire et l'antipathie repousse. Oui. Alors, mais la sympathie, si tu es une personne aimante à la base, tout le reste va venir. OK? Alors, l'amour et l'amour. Merci beaucoup, Jacques. C'est une belle façon de terminer notre rencontre aujourd'hui, dans l'amour. Oui, dans l'amour. Merci beaucoup, Jacques. Merci de ton temps.